Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Imaginer Demain, le podcast de Sinopia. Alors pour les podcasteurs qui nous découvriraient, Sinopia est un think tank indépendant qui œuvre en faveur d'une gouvernance qui se veut plus éthique et plus efficace. À travers nos analyses et nos recommandations, nous accompagnons les décideurs et les citoyens afin de construire ensemble un monde plus juste et plus durable. Nous développons également l'idée du droit des Français à être bien gouvernés, car oui, le droit à être bien gouverné est un droit essentiel. Mais pour y parvenir, nous formulons des propositions qui sont utiles aux décideurs et nous devons en permanence pour cela chercher à bien comprendre le monde dans lequel nous évoluons, que ce soit à l'échelle locale, nationale, européenne ou internationale. Et ceci est d'autant plus crucial que tout évolue de plus en plus vite et de façon brutale et que l'incertitude domine. C'est pourquoi, à chaque fois, nous prenons avec vous le temps d'explorer une thématique en profondeur aux côtés d'un invité de marque. Ensemble, et avec notre invité, nous décortiquons les enjeux et nous confrontons les idées pour vous apporter des clés de compréhension et d'action. Alors restez à l'écoute et embarquez avec nous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un ami de Sinopia qui s'appelle Jean-François Ricard. Jean-François Ricard, bonjour, vous êtes magistrat et vous avez terminé votre parcours à un poste éminent qui est celui de procureur national antiterroriste. Mais au préalable, vous avez commencé donc il y a une quarantaine d'années à exercer vos fonctions de magistrat, en l'occurrence sur des fonctions de juge d'instruction, d'abord à Arras, ensuite vous avez été à Bobigny, là sans doute parce que vous faisiez votre travail de manière très exemplaire, vous avez dû être exfiltré, et on vous a retrouvé en tant que juge d'instruction et premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pendant une quinzaine d'années, et là vous avez pour le coup très clairement investigué un certain nombre d'affaires autour des enjeux de terrorisme et de djihadisme. Ensuite vous avez pris la division des affaires pénales militaires au sein du ministère de la Défense pendant 4 ans. On vous retrouve ensuite sur un poste prestigieux également, avocat général près de la Cour d'appel de Paris. Vous faites un saut à la Cour de cassation en tant que conseiller à la Chambre criminelle, là aussi pendant 4 ans. Et ensuite, vous avez cette fonction extraordinaire qui venait d'être créée, d'être procureur antiterroriste, le premier qui a exercé cette fonction jusqu'en avril 2024. Alors, monsieur le juge, monsieur le procureur, cher Jean-François, une première question d'abord, pourquoi devenir magistrat? Pourquoi plonger dans le chaudron de la justice? Je pense qu'il y a toujours des conjonctions personnelles, familiales, mais il y avait une volonté de trouver une activité qui permette d'être à la fois dans la réalité, bien concrète. Le magistrat, c'est véritablement se confronter à cette réalité et en même temps d'avoir un fonctionnement également plus intellectuel, le droit, l'application du droit. Professeur de droit, ça me paraissait très intéressant, mais un peu trop désincarné. Et une activité uniquement de terrain me paraissait également peut-être insatisfaisante. Le choix d'être magistrat, c'est peut-être à la fois aussi l'indépendance, il faut le souligner, mais également cette recherche permanente du lien entre le droit et la réalité. C'est cela, je pense, qui m'a poussé à embrasser la carrière de magistrat. Ça aurait pu être autre chose, bien entendu. Je ne prétends pas n'avoir pensé toute ma vie, dès ma plus tendre enfance, à être magistrat, loin de là. On va y revenir largement pendant cet entretien, puisque vous avez coécrit un livre qui vient de sortir avec Gilles Kepel. Mais auparavant, je le disais dans mon petit topo d'introduction, vous avez eu quelques faits marquants dans votre carrière. Beaucoup, je crois, parce que vous avez eu l'occasion, notamment dans le cadre de vos auditions, interrogatoires et autres, de rencontrer pas mal de gens qui, on peut considérer, sont des nuisibles pour la société. Mais au-delà de ça, vous avez été menacé. D'ailleurs, vous le racontez dans votre livre, à Bobigny. Est-ce que ce moment-là est un moment marquant de votre carrière? En fait, lorsqu'il y a quelque chose de sérieux, on n'est jamais menacé. Donc, les menaces, les cris d'orfraie que poussent certains, je ne parle pas de mes collègues, euh, ne viennent jamais d'une menace affichée, mais d'un projet dont on apprend l'existence. Là, les choses deviennent plus sérieuses. Mais enfin, ce sont un peu les inconvénients du métier. Je voudrais simplement souligner une chose. Le risque, il est pris actuellement par un certain nombre de mes collègues qui travaillent dans le domaine de la criminalité organisée, beaucoup plus que du terrorisme. Et un certain nombre de mes collègues
aujourd'hui, vivent avec une certaine pression. La criminalité organisée a pris, dans notre pays, depuis une dizaine d'années, une place considérable, et c'est pour ça que je m'en étais occupé après avoir quitté mes fonctions de procureur antiterroriste à la demande du garde des Sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti. Donc, c'est cela qu'on peut souligner aujourd'hui. Ce ne sont pas des menaces dans ces cas-là, mais des projets. Et c'est beaucoup plus inquiétant, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, j'ai quitté Bobigny pour Paris et j'ai continué mon activité. Oui, pour mettre des mots, ce sont des projets d'élimination pour régler le problème à la façon dont les Italiens parfois l'ont réglé à l'égard de certains magistrats qui, eux aussi, faisaient très bien leur travail. Je pense notamment au juge Falcone. Alors, le fil rouge de votre carrière, sans doute, c'est celui qui vous a amené à être vraiment à traquer le djihadisme et à enquêter sur toutes ces affaires qui ont sévi, que ce soit en France ou également qui ont eu des répercussions à l'étranger, mais qui ont concerné des ressortissants français, comme par exemple le 11 septembre. Donc, cette expertise au travers de cette menace djihadiste et du terrorisme que vous avez développé tout au fil de carrière vous a amené à croiser le chemin d'un universitaire français très connu qui s'appelle Gilles Kepel. Et de fil en aiguille avec vos discussions, vous en êtes convenus de travailler ensemble et de faire un livre. Donc au terme de 8 mois de boulot, à 4 mains, vous avez coécrit un livre, donc d'un côté l'universitaire, de l'autre côté le juge. Vous avez confronté vos expériences, d'un côté celui qui s'intéresse aux faits, aux attentats, aux projets d'attentats, et de l'autre celui qui étudie les phénomènes, à la fois sur un plan global, mais aussi dans une approche temporelle. Et c'est le fruit de ce travail-là, cette confrontation des points de vue, qui donne ce livre qui est publié aux éditions Plomb, donc qui s'appelle Antiterrorisme, la traque des djihadistes, et que vous êtes en train de chercher, bien sûr, à promouvoir comme tout bon auteur qui se respecte. Alors d'abord, pourquoi ce livre ? Eh bien, ce livre nous est apparu à tous les deux comme une nécessité, pour plusieurs raisons. La première, nous arrivions tous les deux un peu à la fin d'un cycle, Gilles Kepel en tant qu'universitaire et moi en tant que magistrat. Donc il était peut-être temps de poser nos valises et de réfléchir en commun. Réfléchir en commun, c'est le deuxième motif qui nous a incité à écrire ce livre. Réfléchir en commun, ça veut dire croiser des données, croiser des réflexions, confronter des positions, remarquer que certains constats faits par l'un pouvaient rejoindre d'autres observations faites par l'autre, ou au contraire, s'opposer l'une à l'autre. Et puis, un dernier motif qui a pu nous amener à écrire cet ouvrage, c'est que nous avions déjà commencé à nous rencontrer lorsque j'étais procureur antiterroriste. J'avais développé à l'époque avec un certain nombre de mes collègues des liens avec l'université, s'agissant du terrorisme, avec à l'époque l'école normale supérieure, où exerçait Gilles Kepel, et puis s'agissant par exemple des crimes contre l'humanité avec l'université de Panthéon-Sorbonne, qui avait développé une véritable expertise dans le domaine. Et nous avions, à l'occasion de divers colloques, de diverses rencontres, déjà remarqué un certain nombre de convergences qui nous intéressaient particulièrement et qui nous conduisaient à aller plus loin dans nos réflexions, à constater que certaines observations avaient été peut-être faites par l'un de manière excessive sur un aspect et d'autres faites par l'autre peut-être de manière trop réductrice sur un autre aspect. Confrontés par deux personnes qui ont connu un phénomène mais de manière très différente, par des biais très différents, mais sur une même période, c'est-à-dire en gros les 30 dernières années, nous est apparu un exercice salutaire que nous pouvions tous les deux réaliser, et c'est ce que nous avons voulu faire en écrivant cet ouvrage. Donc cet ouvrage sur l'antiterrorisme et donc en particulier celui mené par les djihadistes. Alors, pour poser la question très simplement, le djihad c'est quoi? Et en quoi est-il une menace? Le djihad terroriste, parce que en tant que magistrat, je m'intéressais à un phénomène qui était fondé sur des infractions. Je ne vais pas parler de
phénomène de radicalité, je ne vais pas parler du salafisme, je ne vais pas parler d'autres phénomènes comme celui-là, comme cela, mais de ce pourquoi j'ai une légitimité à m'exprimer, c'est-à-dire la criminalité, le terrorisme djihadiste. Le terrorisme djihadiste, c'est celui qui va, c'est une conception d'un islam politique particulièrement radical, qui va conduire un certain nombre d'individus à agir, non pas simplement à penser. Un magistrat ne poursuit pas pour une pensée, je ne poursuis pas parce que des individus ont choisi une vision radicale en politique ou dans une politico-religieuse, mais parce qu'ils agissent en commettant des infractions, des crimes ou des délits. Et c'est cette criminalité particulière, ce terrorisme djihadiste, qui a été un objet d'observation par l'un comme par l'autre, mais de par leurs origines différentes. Donc ce terrorisme djihadisme, si je comprends bien, est motivé principalement par la religion. C'est lui qui l'inspire, c'est lui qui le motive. Quel est son projet? Et donc en quoi constitue-t-il une menace pour nous? D'abord, il faut insister sur ce point. Le terrorisme djihadiste, ça a été une véritable rupture par rapport à toutes les formes de terrorisme que l'on pouvait connaître jusque-là, qui avaient d'autres fondements. Ça pouvait être un fondement nationaliste, on pense aux Basques de l'ETA, par exemple, ça pouvait être un fondement révolutionnaire ou une idéologie d'ultra-gauche. On peut penser en France à Action Directe, en Allemagne à la Rote Fraction, en Italie aux Brigades Rouges, etc. Ça peut être aussi des mouvements qui se présentaient comme étant anti-impérialistes ou des mouvements de libération, comme notamment un certain nombre de groupes palestiniens ou de groupes moyen-orientaux qui ont été particulièrement actifs jusqu'au début des années 90. Donc, en revanche, le terrorisme djihadiste, lui, marque une véritable rupture par rapport à toutes ces organisations par ses fondements, c'est-à-dire un fondement d'abord politico-religieux. Ça, c'est véritablement la marque du terrorisme djihadiste. Deuxième caractéristique de cette nouvelle forme de terrorisme, qui n'est pas apparue immédiatement, qui apparaît plutôt à compter de 1996 environ, étant précisé que la France est concernée à partir de 1993-1994 par le terrorisme djihadiste. Il n'y avait aucune affaire de ce type jusque-là. Et donc, à partir de 1996, l'autre caractéristique du terrorisme djihadiste, c'est un fonctionnement complètement nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fonctionnement nouveau? Jusque-là, nous avions affaire à des organisations. Des organisations qui étaient comprises par ceux qui avaient à lutter contre le terrorisme jusque-là, comme relevant d'une logique que nous pouvions comprendre assez aisément, c'est-à-dire une organisation avec des structures comme ce que nous connaissons, une structure pyramidale avec des responsables, des chefs, différents départements, une répartition des tâches et des objectifs que l'on pouvait comprendre assez rapidement, objectifs qui avaient pour finalité de faire pression sur l'État, de faire pression sur la politique d'un État, soit au niveau national, soit au niveau international. Avec le terrorisme djihadiste, il y a 3 ruptures. La première rupture, je l'ai dit, c'est les fondements. Avant tout, politico-religieux. Deuxième rupture, c'est la possibilité de fonctionner sans véritable organisation. Comme l'ont dit plusieurs grands propagateurs de cette idéologie-là, c'est notamment Al-Souri ou même Al-Zawahiri, c'est avant tout un système plutôt qu'une organisation, une idée plutôt qu'une organisation. Et ça veut dire des fonctionnements qui peuvent être horizontaux, sans véritable hiérarchie. Ça veut dire des individus qui vont agir à un moment dans un pays, puis quelques mois plus tard
à des milliers de kilomètres de là, affectés à un groupe ou à un autre, des liens entre eux qui ne sont pas liés à la nationalité, qui peuvent l'être pour des raisons d'affinité personnelle, mais la nationalité n'est pas un critère, et qui peuvent avoir pour seul lien, par exemple, l'antériorité dans une même formation. Et donc, c'est déjà un système très différent par rapport à ce qu'on connaissait. Et puis, troisième rupture que marque cette idéologie, et c'est plutôt qu'organisation terroriste, troisième rupture, elle est constatée par la finalité des actions. Certes, dans certains cas, la finalité de leurs actions peut être d'aboutir à une modification de la politique de l'État. Par exemple, lorsqu'il y a les attentats à Madrid en 2004, cela va aboutir effectivement à un retrait des troupes espagnoles là où elles se trouvaient à l'époque, Irak. Mais en général, ce n'est pas cela. En général, la finalité, elle n'est pas de s'attaquer à l'État, à la politique gouvernementale, elle est de s'attaquer, comme l'a très bien dit la Cour de cassation dans un de ses arrêts, à la nation tout entière. C'est-à-dire de s'attaquer à nos valeurs fondamentales, à la laïcité, à la mixité, à l'égalité homme-femme, à la démocratie, aux principes républicains. C'est tout à fait différent de ce qu'on pouvait constater auparavant, dans l'action des groupes terroristes qui pouvaient frapper la France. Donc ce sont vraiment ces trois ruptures qui vont marquer une véritable nouveauté et qu'on avait du mal à comprendre au début de cette seconde moitié des années 90 qui constitue la marque de fabrique du terrorisme djihadiste. Est-ce qu'on peut dire également qu'il y a une rupture en ce qui concerne le profil des combattants, en les comparant à l'IRA, au FLNC, à l'ETA, où ceux-là n'ont pas peur de la mort, sont prêts jusqu'à se sacrifier, se faire exploser pour la cause? C'est compliqué de parler du profil des djihadistes car ils peuvent être extrêmement différents. Ce qu'il faut déjà, c'est casser ce que présentent certains observateurs comme étant des pauvres types, des paumés de banlieue. C'est pas vrai du tout. On a affaire la plupart du temps à des gens intelligents, parfois diplômés, qui ont une véritable formation. Alors évidemment, suivant les cas, suivant les périodes, on peut voir apparaître d'autres types de personnalités, beaucoup plus jeunes, beaucoup moins formés, beaucoup plus fanatiques. Je pense par exemple à certains membres de ce qu'on appelait le groupe des buts de Chaumont en 2003, au moment de la guerre en Irak. On pourrait y revenir. Mais il s'agit souvent de personnalités très diverses. Donc il n'y a pas un type, un profil qui est, voilà, le profil du djihadiste, c'est celui-là. Pour fixer les idées au travers de votre carrière et de l'ensemble des enquêtes sur lesquelles vous êtes intervenu, combien, en dizaines de terroristes djihadistes avez-vous interrogé? Plusieurs dizaines, c'est évident, des dizaines. Oui, oui, avec des comportements très différents. J'ai eu ce contentieux en charge entre 1995 et 2006, dans un premier temps. Lorsque j'étais à la cour d'assises, je ne m'occupais pas volontairement de ce contentieux-là, même si j'avais un certain nombre de dossiers terroristes. Et puis, je les ai retrouvés, mais une autre génération, lorsque j'étais procureur antiterroriste, entre 2019 et 2024. Mais il s'agissait déjà d'une autre génération. Ce qui est marquant dans le terrorisme djihadiste, c'est qu'il y a une nouveauté par rapport à ce qu'on a pu connaître avant dans les autres formes de terrorisme. C'est ces trois ruptures que j'évoquais il y a quelques instants. C'est une continuité dans les fondamentaux qui vont être à la base de leur idéologie, de leur engagement, mais aussi régulièrement de nouvelles ruptures au sein du terrorisme djihadiste, c'est-à-dire que le fonctionnement de la seconde partie des années 90
va être très différent 10 ans plus tard et il va être encore très différent 10 ans après. Il y a des fondamentaux qui perdurent et puis il y a des grandes ruptures. Je vous donne un ou deux exemples immédiats et très simples. L'idéologie du martyr, par exemple, mourir en martyr. Eh bien, cette idéologie-là, nous ne la rencontrons pas dans les dossiers qui sont ouverts en France entre 1994 et 2002. Il faut bien faire la différence entre deux choses. Entre des individus qui sont prêts à mourir pour la cause et qui vont montrer une détermination absolue. Je pense par exemple aux membres de ce qu'on appelait le groupe de Roubaix en 1996. Et d'autres individus qui vont rechercher la mort. Jusqu'à l'époque, on peut situer environ autour de 2002, mais bien sûr, c'est un peu schématique de parler comme ça, mais ces individus sont prêts à mourir s'il le faut pour la cause, mais ne recherchent pas la mort en martyr. En revanche, à compter de 2003, guerre en Irak notamment, on va se trouver en présence d'individus qui, eux, le disent très clairement. Ils veulent trouver la mort dans les actions qu'ils vont mener. Ils le disent sans aucune difficulté et ils vont mettre d'ailleurs ces principes en application. Plusieurs membres du groupe des Buttes Chaumont de l'époque, en 2003, sont décédés ainsi et une dizaine d'années plus tard, un certain nombre d'individus membres de Daesh décéderont dans les mêmes conditions également. Donc vous voyez, voilà une première rupture. Une autre rupture dans cette histoire, de ces 30 ans d'histoire, et c'est l'intérêt de ce livre, c'est d'essayer de trouver des continuités, des ruptures, des changements, essayer de comprendre. Une autre rupture, par exemple, c'est la place des femmes. Lorsque on étudie les groupes djihadistes à partir des dossiers judiciaires entre 1994 et les départs en Syrie de masse qui sont relevés à compter de 2012, donc on a presque en 20 ans, les femmes sont quasiment absentes. On en croise une, deux, mais c'est très marginal. En revanche, à partir de ces départs en masse en Syrie, alors là, on voit l'intervention des femmes beaucoup plus massive, soit comme incitatrice pour le départ en Syrie et ensuite rejoindre Daesh, soit comme voulant partir parfois seul ou à plusieurs, mais sans aucun conjoint, pour rejoindre également la Syrie, soit même comme actrice directe du terrorisme. N'oublions pas ce commando de femmes qui, en septembre 2016, va agir et va échouer très peu de choses à réaliser un attentat extrêmement dangereux dans le quartier de Notre-Dame avec une voiture qui était bourrée de bouteilles de gaz qui était prête à exploser. Donc, vous voyez, il y a un continuum, mais également, au cours de ces 30 années, des ruptures, des nouveautés qui apparaissent, parfois sans que l'on ait conscience immédiatement de la portée de ces grands changements. Et c'est en revanche en se penchant aujourd'hui sur ce qui s'est passé au cours de ces 30 années qu'on comprend beaucoup mieux ces ruptures, ces nouveautés et qui marquent l'histoire du djihadisme en France. C'est très clair et ça montre en tout cas que le terrorisme a évolué de manière importante tout au long de ces années, d'où l'intérêt de votre livre, d'essayer de comprendre le djihadisme et ses grandes tendances pour pouvoir prévenir ou en tout cas anticiper ce qui peut se passer demain. Mais donc si ce terrorisme a été traversé par de véritables ruptures régulières et il y en aura à venir, on peut imaginer qu'il a fallu que la réponse judiciaire, que la réponse pénale évolue, parce qu'entre le droit des années 80 et le droit des années 2025, si on était resté à droit constant, on aurait sans doute eu des difficultés pour faire face. Donc ce droit a évolué, il a fait l'objet de retournements, pour prendre un propos que vous aviez employé il n'y a pas très longtemps dans nos échanges. Et pour le dire simplement, c'est-à-dire que maintenant on peut intervenir, par exemple, en amont,
de la commission des infractions, alors qu'avant c'était quasiment impossible. Mais en tout cas, il y a un vrai travail, un vrai combat judiciaire pour faire évoluer le droit, et vous avez été au cœur de ce processus. Alors, le droit a beaucoup évolué, mais également la réflexion sur la place du judiciaire dans la lutte antiterroriste. Ça peut s'expliquer aussi par des évolutions historiques profondes. En quelques mots, si on revient avant 1981, le terrorisme n'est absolument évoqué nulle part dans les livres de droit. Nulle part. Le mot n'existe pas dans les grands classiques des livres juridiques de l'époque. Il est totalement absent. On parle, en revanche, d'atteinte à la sûreté de l'État. Et il y a d'ailleurs, à cette époque-là, une juridiction d'exception qui est la Cour de sûreté de l'État. Elle est là pour servir en quelque sorte de bras armé de l'exécutif dans la lutte contre ceux qui pourraient envisager de porter atteinte à la sûreté de l'État. On ne parle pas de terrorisme à l'époque. 81, rupture avec ce qu'il y avait avant, on supprime cette juridiction d'exception, on maintient les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État, donc c'est une demi-rupture, mais on ne parle toujours pas de terrorisme. Le terrorisme n'existe pas, il n'y a pas un article du Code pénal ou du Code de procédure pénale qui en parle, et les livres de droit n'en parlent pas non plus. C'est traité à l'époque comme des infractions de droit commun. Or, c'est justement une période où il y a de multiples attentats sur notre territoire. Carlos, qui va en commettre 4 par son organisation en 82-83, mais il y a d'autres attentats proche-orientaux, d'autres actions particulièrement violentes. C'est une période très brutale qui va connaître d'ailleurs un sommet la période autour de 1986, avec une série d'actions par des proxys manipulés, on le sait aujourd'hui, par l'Iran. Et à ce moment-là, au vu de l'échec de la situation, de l'antiterrorisme, on va avoir l'idée extrêmement intéressante, non pas de revenir à une juridiction d'exception, ce qui aurait été parfaitement inadmissible, non pas de continuer à traiter cela en droit commun, ce qui arrivait à un échec complet puisqu'il n'y avait aucune centralisation, mais de dire, eh bien, premièrement, on va définir ce que c'est que le terrorisme en droit. Donc, il y a une définition, il y a un article du Code pénal, l'article 421.1 du Code pénal. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va attribuer au procureur de Paris une compétence concurrente. C'est-à-dire, compétence concurrente, cela signifie que le procureur de Paris peut attribuer, attraire à sa compétence une affaire dès lors qu'il considère qu'elle a un caractère terroriste. Il n'en est pas obligé de le faire, mais il a cette possibilité. Et là, on va donc introduire une véritable rupture. Rupture dans l'attribution de compétences à la juridiction parisienne, qui va donc pouvoir traiter ces affaires, avoir une compétence nationale, et qui dit compétence nationale, dit à ce moment-là spécialisation. Et puis, également, rupture par définition juridique du terrorisme. Ça, c'est nouveau, c'est complètement nouveau, ça ne s'était jamais vu. Avec une définition propre au droit français qui ne correspond pas totalement aux définitions que l'on connaît dans un certain nombre de conventions internationales qui, elles, restent très marquées par la déstabilisation de l'État. En droit français, le terrorisme, ce sont un certain nombre d'infractions parmi les plus graves, certaines infractions, pas d'autres, donc c'est limité, et elles deviennent terroristes dès lors qu'elles s'inscrivent dans une entreprise dont la finalité est de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est une définition, un tiroir très exigeante. Il est hors de question de faire entrer n'importe quoi dans le terrorisme. Une action violente, même concertée, n'est pas nécessairement du terrorisme. Une action violente politique n'est pas nécessairement du terrorisme. Il faut que ça corresponde à cette définition stricte. Et donc, pour le dire autrement, on peut intervenir avant la commission des faits, ce qui n'était pas le cas avant. Et on va utiliser à ce moment-là, et ce sera
légiféré en 1996, on va utiliser une infraction qui est l'association de malfaiteurs à caractère terroriste, qui signifie que si des individus participent par des actes matériels, encore une fois, il faut toujours rester sur cet équilibre. On ne reproche pas à des personnes d'avoir des idées, même des idées de meurtre. Il faut qu'il y ait des actes matériels. On ne poursuit pas pour des idées. Il faut donc que des personnes participent par des actes matériels à cette entreprise dont la finalité est de troubler leur public par l'intimidation ou la terreur. C'est une définition très exigeante. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'une définition fourre-tout, c'est tout le contraire. En plus, c'est une définition qui est appliquée sous le contrôle de la Cour de cassation. Et il y a un certain nombre d'arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation qui ont dit « Ah non, ça, effectivement, ça ne peut pas être considéré comme du terrorisme. » Donc, le terrorisme est inclus dans une règle de droit qui doit s'appliquer sous le contrôle de la juridiction suprême. C'est vraiment un grand changement qui est entre 1986 et effectivement, comme vous l'avez indiqué, grâce à cette infraction très spécifique d'association de malfaiteurs terroristes, on peut neutraliser certains groupes d'individus avant qu'ils ne passent à l'action la plus grave, c'est-à-dire attentat. Mais on ne va pas les neutraliser simplement parce qu'ils existent. On va les neutraliser parce qu'ils préparent quelque chose, parce qu'ils agissent. Et là, ça peut aller de la captation de messages qui annoncent un projet jusqu'à, j'allais dire, l'achat de bouteilles de gaz et de clous pour faire un attentat. Ça peut être aussi vaste que ça? Absolument, parce que c'est un petit peu la réponse à une définition extrêmement limitative que tous les juristes connaissent bien de la notion de tentative. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. En 1995, il y a donc une campagne d'attentats. L'attentat de Saint-Michel qui est suivi par 7 autres attentats. Et à la fin du mois d'octobre, au moment où on va arrêter les responsables, les principaux responsables de cette campagne d'attentats, ceux-ci sont en train de préparer une nouvelle action. Ils sont dans la région lilloise, ils ont repéré un marché qui est très populaire, ils ont un véhicule qu'ils veulent utiliser comme une voiture piégée, ils ont une bouteille de gaz qu'ils sont en train de manipuler lorsqu'ils sont arrêtés et dans laquelle ils introduisent un mélange explosif. Et ils ont également en leur possession un système de mise à feu et un système retard. Et ils l'expriment très clairement, d'ailleurs, dans un centre d'écoute téléphonique, ce qu'ils vont faire. Donc, tout est prêt, et d'ailleurs, ils ne le contesteront pas, pour agir en réalisant ce qui aurait pu être un véritable massacre. Eh bien, ces éléments matériels très précis, là, on ne peut guère avoir davantage. Ces éléments ne suffisent pas à construire une quelconque tentative d'attentat. Ils sont totalement insuffisants puisque la tentative exige un commencement d'exécution de l'infraction elle-même, c'est-à-dire il a fallu aller jusqu'à poser la bombe, et non pas non pas un désistement volontaire, mais ensuite une action qui fait que celle-ci n'aurait pas produit ses effets, indépendamment de la volonté de son auteur. L'exemple le plus classique en la matière, c'est très simple, c'est la charge explosive qui est posée et qui n'explose pas pour une raison ou une autre, simplement parce que le mécanisme de mise à feu, par exemple, dysfonctionne. Là, oui, c'est la tentative. Et vous voyez que la notion de tentative, elle est extrêmement réduite. Et par conséquent, il est impensable de vouloir faire un flagrant délit, d'attendre que les gens vont poser une charge explosive.
Qui, en France, pourrait accepter une telle position? Et donc, grâce à cette infraction d'association de malfaiteurs terroristes, il est possible à la justice d'intervenir avant. Mais attention, la grande difficulté, c'est que si on intervient trop en amont, les preuves sont insuffisantes. Et sans preuve, je dirais surtout sans charge, et même pas de poursuite. Et si on attend trop, on voit les risques que l'on peut prendre, et c'est totalement impensable, inadmissible pour la population. Donc, quand on voit l'évolution des concepts et ce que vous avez fait pendant toutes ces années, on sait a priori ce que la France vous doit comme tentatives d'attentats qui ont été déjouées. Je pense qu'il y en a eu un certain nombre. Je me souviens lorsque j'étais en fonction comme procureur antiterroriste, je crois que c'est de mémoire, je crois que c'est 19, 16 ou 19 attentats qu'on a pu éviter d'après les chiffres. Mais c'est toujours très difficile de pouvoir le quantifier. La seule certitude, c'est que il n'y a qu'une réussite en la matière. Ce sont, c'est celle qui apparaît lorsque nous évitons un attentat. Et en général, ce sont les dossiers dont personne ne parle. Euh, Tant mieux. Mais encore une fois, moi, je ne suis intervenu que comme un rouage parmi d'autres. Si on peut éviter des attentats, c'est parce qu'il y a une organisation qui est mise en place entre les services de renseignement, les services de police judiciaire, le parquet antiterroriste, les juges d'instruction, l'ensemble de l'appareil judiciaire, la jurisprudence en la matière, c'est tout cela qui a abouti à un système dans lequel on peut intervenir dans le respect de la loi, dans le respect strict de l'état de droit et en évitant un certain nombre d'attentats. On ne peut pas, hélas, tout éviter et on a parfois de véritables échecs qui sont extrêmement pénibles à vivre. Alors justement, ce parquet national antiterrorisme, ce fameux PNAT, comme on l'appelle parfois, vous l'avez dirigé pendant 5 ans. C'était une création, vous en êtes le premier procureur. Est-ce que c'est finalement la clé de voûte qui manquait à notre système judiciaire, à nos réponses pour pouvoir vraiment être encore plus efficace? C'est le dernier élément d'un ensemble de produits de multiples réformes qui ont eu lieu au cours de la décennie 2010. Vous avez eu la création de la DGSI, qui venait de la DCRI elle-même, qui était issue de deux grands services, la DST et les renseignements généraux. Et puis ce service, la DGSI, a été considérablement restructuré, renforcé, réorganisé. D'un côté, vous avez le renseignement territorial qui a été créé. Il y a eu aussi le coordonnateur national du renseignement qui se trouve auprès du chef de l'État. Vous avez de surcroît la grande loi sur le renseignement de 2015. Donc il y a toute une série de lois, de structures qui ont été adoptées à cette époque et qui ont permis d'aboutir à un système efficace. Le PNAT arrive quasiment en dernier. Entre-temps, il y a eu également le renseignement pénitentiaire qui a été mis en place. Vous voyez que c'est cet ensemble de structures fonctionnant ensemble, en commun, qui va pouvoir aboutir à un résultat, je ne dirais surtout pas satisfaisant, parce que rien n'est satisfaisant en la matière, rien. Tant qu'il y a des attentats, c'est très insatisfaisant. Mais en tout cas, le PNAT trouve sa place dans cet ensemble de réformes qui permet à la France d'avoir un système beaucoup plus efficace face à une menace qui a pris des proportions également beaucoup plus importantes qu'elle ne l'était auparavant. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien, mais j'ai encore deux questions. Une plus personnelle. Vous avez donc eu l'occasion de croiser des dizaines de ces terroristes, criminels au cours de ces 40 dernières années. Certains n'étaient pas des djihadistes comme Carlos, mais vous les avez vus régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes principalement? Est-ce qu'ils vous ont marqué, impressionné? Qu'est-ce qui ressort de ça? Est-ce qu'ils sont très affûtés, très malins? Est-ce qu'ils savent nous manipuler? Encore une fois, il n'y a pas un type d'individu, on ne peut pas dire voilà un profil terroriste. Non. Il y a une caractéristique quand même, c'est une adhésion totale à une idéologie
qui a pour conséquence que rien ne résiste en face du combat idéologique que ces individus veulent mener. C'est-à-dire que la vie humaine ne compte pas spécialement à leurs yeux. On peut faire une comparaison, puisque j'ai également eu en charge cet autre contentieux, avec des individus que j'ai vus apparaître dans d'autres dossiers que le terrorisme, à savoir les crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité, au cours desquels on a en face des individus qui, d'eux-mêmes, vont adopter une idéologie qui va les conduire à diriger des actions ayant parfois comme conséquence des milliers ou des dizaines de milliers de morts, et qui vont nier toute criminalisation de leurs actes. Ils vont rester fidèles, si l'on peut dire, à leur position qui les a conduits à agir de la sorte. C'est donc, dans les deux cas, des individus avec lesquels il est très difficile, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils acceptent de s'exprimer, d'entamer un véritable dialogue, puisque nous sommes en phase de positions totalement antagonistes. Mais d'ailleurs, les juges ne sont pas là pour entamer un dialogue. Mais lorsque j'étais juge d'instruction, je les interrogeais, je leur posais des questions, et ils étaient libres d'y répondre ou non. Et s'ils n'y répondaient pas, je posais quand même les questions pour qu'ils puissent, s'ils le voulaient, et s'ils le souhaitaient, y répondre. On s'y fait à cette absence de dialogue possible. On est en présence aussi d'individus qui sont, s'il y a ce point en commun, qui peuvent être très différents les uns des autres. On n'est pas en présence d'individus surexcités, monstrueux. On est en présence de gens qui sont exactement dans la banalité humaine la plus absolue, mais qui ont des convictions extrêmement affirmées. Et c'est d'autant plus difficile dans notre société très laïque, dans notre société qui n'est pas, on peut le dire, très religieuse, notamment, d'être confronté à des individus qui vous expliquent très calmement, en vous disant qu'ils ont tout le temps pour eux, que eux ont Dieu à leur côté. Et comme disait l'un d'entre eux, il y a fort longtemps, mais très calmement, d'une manière extrêmement polie et agréable, mais monsieur le juge, mais pourquoi vous fatiguez-vous donc tant? J'ai Dieu à mes côtés. Et il fallait quand même que je continue à poser les 80 questions que j'avais prévu de poser cet après-midi-là. Alors justement, pour parler de ces profils et de ce qu'ils veulent faire, est-ce que la menace continue d'exister? A priori, oui. Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est toujours là, sous d'autres formes, en particulier sur le territoire français et européen? Alors, la menace, effectivement, évolue tout le temps. Et c'est ça la difficulté avec le terrorisme djihadiste, c'est que le terrorisme djihadiste n'a pas aujourd'hui la même forme, le même visage qu'il avait il y a 30 ans. C'est l'intérêt, d'ailleurs, de ce livre, de s'être interrogé là-dessus. Dire qu'est-ce qui a changé? Je donnerai deux exemples très, très rapides. Par exemple, l'irruption des très jeunes, des mineurs. Dans les années 90, et même au début des années 2000, il était impensable d'avoir des mineurs dans ces groupes. Il y avait parfois des jeunes de moins de 20 ans, mais autour des 20 ans, mais il n'y avait pas des adolescents de 14 ans. Par exemple, ça, depuis 2023, on a vu à de multiples reprises, presque 50% des arrestations dans les projets d'action violente, des très jeunes apparaître avec une conviction absolue et prêts à des actions mortifères. Ça, voilà un changement qui est important à prendre en compte. Autre changement, c'est ce que Gilles Kepel a appelé le djihadisme d'atmosphère, c'est qu'on est maintenant en présence
non pas simplement d'individus qui fonctionnent dans des groupes aux modalités horizontales, mais d'individus qui peuvent agir sans aucun contact direct avec une quelconque organisation, qui peuvent n'avoir eu, avant de passer à l'action, que des contacts numériques et se connaître à peine. Les deux auteurs, ce n'est pas totalement nouveau, mais par exemple, les deux auteurs de l'assassinat du père Hamel dans l'église de Saint-Étienne de Rouvray n'avaient eu jusque-là que des contacts entre eux, que des contacts numériques. Ils se connaissaient quasiment pas, sauf les 2 derniers jours, avant de passer à l'action. Voilà ce genre de traits tout à fait nouveaux que l'on rencontre aujourd'hui. Et donc, il faut être extrêmement attentif à ces évolutions pour les percevoir et les intégrer. S'agissant de la menace actuelle, moi, je suis plus spécialiste. Ce sont les services de renseignement qui sont en première ligne et qui peuvent en fournir la meilleure évaluation. Je constate deux choses. La première, c'est que les grandes vagues d'activités terroristes djihadistes sur notre sol ont presque toujours eu lieu en parallèle à des périodes de tension fortes dans d'autres pays liées d'une manière ou de l'autre à ce qu'on pourrait appeler des guerres djihadistes. C'est le GIA en Algérie en 1994-1995, avec les attentats ensuite en France. C'est la Bosnie avec le groupe de Roubaix. C'est tout ce qui se passe dans la partie pakistano-afghane, avec tous ces projets d'attentats qu'il y a en France entre 1997 et 2002. C'est l'Irak en 2003 et le groupe des buts de Chaumont. C'est la Syrie à compter de 2012 et avec la série d'attentats que nous aurons, nous, au milieu des années 2010, et ainsi de suite. Or, actuellement, nous sommes, même s'il y a des espoirs de cessez-le-feu, voire de paix, nous sommes quand même dans une période où nous connaissons des grandes tensions au Proche-Orient. Ça, c'est une vision générale. Et puis d'autre part, moi, je regarde un peu ce qui se passe en Europe. Je vois qu'il y a eu des arrestations, je parle des toutes dernières semaines, en Allemagne, 3 individus avec des armes, des munitions. En Angleterre, à Manchester, cette action extrêmement violente. En Belgique, des individus qui viennent de se faire arrêter avec un projet d'attentat qui, d'après ce que dit le parquet fédéral belge, aurait visé le Premier ministre. Et puis, il y a encore eu, la semaine dernière, en France, une mise en examen dans le cadre d'un dossier d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Alors, on ne peut pas du tout dire que tous les signaux sont au rouge, loin de là, mais manifestement, il serait erroné, pour le moins, de penser que la situation s'est totalement calmée. Eh bien, merci Jean-François Ricard de nous avoir pas totalement rassurés, mais en tout cas, je crois qu'on peut dire que c'était absolument passionnant, cette plongée dans cet univers terroriste djihadiste qui constitue encore une menace pour notre pays. Nous la comprenons mieux grâce à vous, grâce au livre que vous avez coécrit avec Gilles Kepel, que l'on ne peut que recommander, parce que vraiment, c'est à la fois un livre de témoignage, mais aussi un livre d'expertise, très précis et croisé, vraiment écrit à 4 mains qui se sont chevauchés l'une et l'autre pendant ces quelques 350 pages ou 400 pages. Donc merci pour ce travail. Merci pour cette discussion qui a été très enrichissante. Elle aurait pu couvrir d'autres registres de votre vaste domaine de compétences, puisque vous l'avez mentionné, vous connaissez bien les problématiques qui touchent également aux criminalités contre l'humanité. Également, vous êtes l'auteur d'un rapport sur la criminalité organisée, le narcotrafic et autres. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, je l'espère, dans d'autres séquences avec ces podcasts de Sinopia. Et si cette séquence nous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous rejoindre sur sinopia.fr ou sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation. On se retrouve très bientôt pour aborder une nouvelle thématique avec un nouvel invité. Et donc, en attendant, continuons à réfléchir ensemble pour imaginer demain.